nous sommes sur le seul jardin bio, jardin de cocagne bio, sur une ferme bio de France. Donc je vais tout de suite passer la parole, parce que moi quand même ça reste un mystère, cette affaire. Je vais passer la parole à Fabienne, directrice du jardin d'Arrosoir. Tu étais, avant 2017, date de l'installation ici, une porteuse de projet cocagne, typiquement, alors accompagnée par le réseau cocagne en tant que porteuse de projet. Et tu m'as dit que tu cherchais du foncier. Tu cherchais évidemment à t'installer comme tous les porteurs de projets cocagne et que tu avais rencontré en moins de 6 mois quasiment 100 personnes dans le territoire. Et qu'un jour, quelqu'un t'a dit, tu devrais aller voir Emmanuel. Tu devrais voir Emmanuel, peut-être qu'il aura des conseils à te donner. Et l'histoire a démarré ici. Alors je te laisse le micro pour nous raconter cette histoire de cette rencontre. Alors oui, bonjour à tous. En résumé, effectivement, je pense que je suis partie avec un peu l'innocence du porteur de projet qu'on connaît. Je n'avais absolument aucune idée que ça allait être compliqué de trouver des terres, parce que j'en voyais partout. Enfin, c'était à peu près ce niveau-là d'analyse que j'avais à l'époque sur le monde agricole. Donc j'ai rencontré énormément de mairies, essentiellement, donc pas mal de mairies autour de La Rochelle intéressées par l'idée du projet, par contre avec une pression immobilière très forte, des problématiques d'eau encore plus fortes, donc voilà, aucune mairie n'a pu trouver ces terrains-là, et effectivement il y avait un nom qui revenait régulièrement, on me parlait de la ferme du Mont d'Or, bon voilà, ça me paraissait quand même très loin, tout ça de La Rochelle. Enfin bon, c'est un peu naïf et je vous le livre tel que ça s'est fait. Pour la petite histoire, j'ai failli jamais venir pour des problématiques de transport, parce qu'à l'époque, j'avais pas de voiture, j'habitais même pas ici, on n'avait pas de train, contrairement à maintenant. Donc j'ai vraiment failli ne jamais venir. Et puis effectivement, un jour, je suis venue, mais plus pour avoir des contacts, voir si ces fameuses personnes de la ferme du Mont d'Or connaissaient des gens qui auraient des terres. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me rends compte quand même qu'il y a une partie de choses qu'on ne maîtrise pas. Et voilà, ça s'est fait un peu par hasard et c'était le destin. Et qu'on est un peu un îlot ici dans un territoire qui est quand même, comme vous avez pu le voir sans doute en venant, plutôt des grandes céréales, pas d'arbres, etc. Donc on est un peu dans un cocon et c'est effectivement ce que j'ai ressenti tout de suite. Alors il se trouve que là aussi, hasard ou pas, ça a rencontré des envies qu'avait la ferme du Mont d'Or, que je pense tout le monde est passé par le stop chez Manu qui a un peu expliqué cette dynamique-là. Et aujourd'hui, oui, c'est un peu exceptionnel, on est sur une ferme, mais on a aussi beaucoup de relations avec les maraîchers. Et ça, je sais que c'est pas forcément le cas non plus de tous les jardins. On a tout un tas d'interactions avec les maraîchers locaux. Alors, peut-être qu'on a la chance aussi qu'il n'y en ait pas beaucoup. C'est vrai qu'on n'est pas sur un territoire où il y a une concurrence très dure et surtout pas des maraîchers bio. Quand je suis arrivée, il y en avait essentiellement 2. Aujourd'hui, il y en a peut-être 4. Voilà, on n'est pas sur, comme certains qui sont ici, je sais, sur des zones où il y a une très forte concurrence. Donc je pense que ça a aussi aidé, évidemment, à notre intégration dans le paysage agricole local. Voilà, en résumé. Peut-être l'intérêt de la ferme. Oui, voilà, j'allais te dire, parce que tu m'avais dit, j'ai tout de suite trouvé mon intérêt, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme transaction rapide comme ça qui ont permis d'accélérer ton projet ? J'ai passé pour je ne sais quoi. Non, intérêt, c'est un grand mot, mais effectivement, au-delà du charme du lieu qui m'a frappé en arrivant, c'est vrai que l'installation, donc sachant qu'il n'y avait absolument rien ici, on n'avait même pas d'eau, pas d'électricité, rien du tout, l'appui de la ferme au démarrage était évidemment un plus très concret dans notre quotidien. On a démarré donc avec un chef de culture à l'époque et la ferme a été précieuse. Après, même si je remonte en avant, à partir du moment où on a identifié ce potentiel partenariat, le projet a aussi, je l'ai senti auprès de tous les opérateurs, était plus attractif. C'est-à-dire que c'était un peu un garant d'être sur cette ferme. Voilà, c'est immatériel, mais ça nous a apporté un peu une solidité au projet. Au-delà de ce qu'on pouvait, nous, en tant qu'association qui venions de nous créer, puisque Arrosoir a été créé 1 an avant le démarrage du jardin, avec assez peu de connexions locales. C'est vrai que la ferme, ne serait-ce qu'en termes de réputation, nous a bien aidé à boucler l'histoire. Et concrètement, nos premiers adhérents paniers étaient des clients de la ferme. Donc, il y a eu ça aussi.
Et après, la collaboration a continué et puis aujourd'hui, elle a évolué, comme vous le savez, vers d'autres activités. Et même maintenant, on essaye de distribuer les produits de la ferme au jardin. On rend un peu ce qu'on a pris. Juste, j'aimerais que tu me redises comment ça se fait que tu cherchais une terre, tu arrives, vous voyez, vous vous dites quoi pour faire affaire en 5 minutes? Parce qu'au départ, c'était pas prévu, donc qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que je dis? Non, mais comme je disais, j'étais vraiment sincèrement totalement naïve et je pense que il faudrait lui demander peut-être à Manu ce qu'il a pensé en me voyant arriver. Moi, je pensais qu'en fait tout le monde allait vouloir du jardin et je comprenais pas que les gens veuillent pas nous accueillir ailleurs. Enfin voilà, j'étais vraiment, c'est après que j'ai compris ce que ça pouvait avoir d'exceptionnel d'être tombé sur la ferme du Mont d'Or. Sincèrement, sur le moment, je dis pas que j'ai trouvé ça normal, j'ai trouvé ça chouette, mais pas tellement au-delà. Je me rendais pas compte que effectivement, on a eu énormément de chance et que c'est assez unique et que la démarche de la ferme n'est malheureusement pas celle de nombre de fermes. Voilà. Merci. On va lui demander. C'est le moment, l'amour est dans le pré, donc on va faire ça bien comme il faut. Non, mais d'ailleurs, hier soir, il y avait une émission Karine Le Marchand sur la santé des paysans. Je suis tombé dessus par hasard. Non, mais c'était très intéressant. Et la souffrance et la douleur du monde paysan est extrême. Est un point de rupture absolue. Donc, c'était quand même important qu'elle fasse passer ce message-là. Donc Emmanuel, si on revient sur cette rencontre, qui s'est si bien passée et si rapide, facile même, j'ai envie de dire, prédestiné, on pourrait dire. Le bon endroit. Oui. En fait, ça mérite quelques explications, un peu au regard de l'histoire, parce que si c'est unique, c'est qu'il y a bien quelques raisons. Donc, comment ça s'explique au regard de l'histoire de la ferme et de ta propre trajectoire professionnelle et personnelle, qui fait que tu as compris le projet et que tu as pu y répondre favorablement? Alors, avec tous ces sous-entendus, je vais être obligé d'éclaircir le propos. Je vais casser le mythe, hein. Je vais être gentil avec Fabienne en disant que quand j'ai vu cette urbaine arriver sur des terres agricoles, moi étant né ici, j'étais quand même assez bien ancré, les deux pieds dans l'argile, et que j'ai vu arriver Fabienne, je me suis dit oh. Et sans même parler de projet de jardin, hein. Je me dis bon ok, allez, je prends un peu de temps. L'idée d'échanger avec des gens de l'extérieur a toujours été nourrissant pour moi. À l'époque, j'étais donc associé avec Stéphanie, ma sœur, que vous avez croisée donc sur l'atelier Boulange. Et donc la reprise de la ferme familiale en 2010, elle s'est faite sur un projet travaillé en amont très vite, très rapide, en quelques mois, sur l'idée qu'il était possible de reprendre cette ferme familiale en recréant de la valeur ajoutée, en y apportant d'autres valeurs humaines, environnementales, associées à une dynamique de production agricole, hein, qui reste le point d'ancrage qui permet de faire vivre des familles. Il y avait cette envie de partager et d'ouvrir la ferme. La ferme, c'était une centaine d'hectares en grande culture, avec un atelier diversification autour d'un élevage de porc, mais plutôt industriel, qui vient de fermer ses portes ces jours-ci, et quelque part pour notre plaisir, parce que ça répond moins aujourd'hui à nos attentes de partenariat ou de voisinage, tout simplement parce qu'il y a pas de partenariat au final. Mais cet atelier-là était né aussi de l'idée de parents qui avaient envie de partager aussi déjà un outil de travail. Donc je pense que c'est avant tout des valeurs familiales en fait, qui ont permis de construire tout ça. Hein. C'est des valeurs de solidarité qui étaient déjà extrêmement présentes dans les réseaux. Christian était déjà dans le contexte familial aussi, dans ses valeurs, et il en parlera simplement plus tout à l'heure. En tout cas, il y avait déjà un terreau, pour le coup, extrêmement préparé pour se dire, on n'est pas là pour vivre, pour être heureux avec de l'argent, on est là pour être heureux ensemble, à faire des choses ensemble. Et donc, c'est nourri par cette question-là que finalement, après 15 années de service public en collectivité locale,
redevenir paysan, pour moi, c'était pas devenir chef d'entreprise avec la seule valeur argent en tête, mais bien au contraire, participer à un projet d'intérêt général. Moi, je me sens encore au service du public, après ces 15 années de service public, pour le coup, en participant à la fois à une alimentation locale saine et bénéficiant de subventions européennes à travers la PAC, par exemple. Je ne me sens pas déconnecté des métiers d'avant que j'ai fait au service du public. Et donc, au service du public, j'ai eu la chance, dans cette gestion d'espaces naturels sensibles, qui était mon dernier métier avant de devenir paysan en 2010, de participer au montage d'un chantier d'insertion lié à ces espaces naturels du département voisin. Alors évidemment, ça m'a connecté à la dynamique des chantiers d'insertion, évidemment. Pour autant, quand j'ai vu Fabienne, je me suis dit, bon, une urbaine qui arrive de Paris avec ses petites bottes, j'y ai pas cru, hein, en fait. Mais j'étais pas en recherche d'une compagne, voilà, moi ça s'est fait, ça s'est dit. Par contre, Fabienne avait quelques atouts dans ses... Déjà, elle avait la naïveté du projet et le rêve qui était chevillé fortement au corps. Elle l'a toujours, d'ailleurs, mais elle a pu le mettre en œuvre, et là, au départ, c'était pas évident de se projeter. Hein. Moi, j'ai beau être un peu innocent aussi, j'avais quelques connaissances sur le foncier, la terre, des choses qui étaient effectivement complémentaires de ce que Fabienne pouvait apporter en termes de dynamique de réseau, de dynamique de financement, parce que c'était aussi un des points forts de Fabienne, qui arrivait avec une capacité de projection sur un projet comme celui-là très très forte. Et donc cette connexion, finalement, elle s'est faite assez vite. On s'est dit, bon ok, on est très différents, pas de souci, mais on va pouvoir, je pense, participer, donc la ferme, pas que moi, à l'époque, et Fabienne à bâtir, au moins on va tenter le démarrage de l'aventure, et aller à la rencontre des acteurs, notamment des services de l'État et du réseau, parce qu'on a rencontré très vite aussi des acteurs du réseau, pour se dire, est-ce que c'est un doux rêve? Est-ce que toi et moi, ça a des chances que ce projet voit le jour, sachant que moi, je n'étais pas dans la dynamique du jardin à proprement parler, j'étais une forme d'aide à l'installation du jardin, et c'est Fabienne qui, avec du coup un conseil d'administration un peu opérationnel très rapide, avait porté cette dynamique-là. Et les services de l'État ont été très clairs au départ, et on a essayé de garantir aussi cette dynamique-là, c'est qu'il fallait que le jardin ait une limite très forte entre une activité à vocation économique et un jardin qui est soutenu extrêmement fortement par des subventions publiques. Et il ne fallait pas qu'il y ait de mélange de flou artistique entre les deux. Le discours nous a convenu et on a pu bâtir avec les services de l'État, en tout cas, quelque chose de crédible, avant même d'aller voir après les autres partenaires et puis d'envisager la suite. Et quelles ont été les réactions des autres producteurs à côté de chez toi, des voisins, etc. Alors, la réaction avec les autres producteurs, moi, le fait d'être en bio dans un univers qui n'est pas très bio, mes connexions agricoles, comme j'étais pas paysan conventionnel avant de passer en bio. Je me suis installé en bio direct. Donc j'ai cassé un certain nombre de réseaux que mon père avait en proximité forte pour aller dans des réseaux avec une proximité plutôt régionale ou ex-Poitou-Charentes, ou à minima sur le département de la Charente-Maritime, pour aller dans des réseaux bio de producteurs qui font la grande culture, grosso modo. Donc j'avais peu de connaissances du réseau des maraîchers locaux bio, qui étaient peu nombreux, mais par contre on avait identifié assez rapidement les acteurs du territoire, et on a rencontré très vite un des maraîchers locaux qui était... Non, je ne pensais pas à Mickaël, je pensais à Dominique. Dominique Palais, qui était porte-parole aussi de la conf, donc bien implanté dans les réseaux. Et on a eu un accueil plutôt correct, avec des bémols en disant attention, pas de concurrence déloyale, pas de prix différents. Et puis très vite, après, tu as rencontré les autres maraîchers et l'accueil était pertinent parce qu'effectivement, il n'y avait pas cette pression locale, quoi. Il n'y avait pas assez de maraîchers pour répondre à la demande. Donc en bio, de fait, le jardin a été plutôt bienvenu comme étant un acteur de plus sur le territoire. Voilà. Merci Emmanuel. Juste avant de passer la parole à Monsieur le maire, revenir un peu sur ce point clé quand même là, de comment montrer patte blanche par rapport aux autres producteurs dans l'installation.
Tu disais que vous aviez tous vu avant, et ensuite vous aviez une stratégie claire. Oui, effectivement, je pense que le fait qu'on soit allé voir tous les maraîchers avant même de démarrer l'installation à un stade assez peu avancé du projet, je pense que ça a joué déjà pour créer la relation et lever les freins. Il se trouve qu'effectivement, j'ai quand même été globalement très bien reçue, avec peut-être quelques méfiances, mais pas plus, quoi. Donc, c'était pas hostile déjà d'entrée de jeu, mais le fait qu'on y aille avant et qu'on les tienne au courant de l'avancée du jardin, je pense que ça a participé. Après, on a toujours fait attention à avoir une stratégie commerciale, notamment, qui n'empiète absolument pas sur celle des maraîchers. C'est-à-dire, on vend essentiellement dans notre réseau d'adhérents, on ne fait aucun marché, voire même on consulte. Si jamais il y a un marché auquel on est invité, on essaye de voir qui d'autre y est, de y aller ou pas, ou d'y aller mais sans légumes, juste pour parler du jardin. Enfin voilà, c'est vrai qu'on fait attention à ça depuis le démarrage et on continue, je pense que c'est important. En termes de prix, pareil, n'ayant pas vraiment d'idée personnelle du prix de vente des légumes, je suis allée naïvement créer une petite mercuriale locale en demandant à tout le monde ses prix, ce que tout le monde a fait, et ensuite j'ai repartagé. Alors on l'a pas forcément renouvelé après dans le temps, mais au démarrage on a fait ça, et en positionnant nos prix de façon à ce que ça soit... Alors il y avait des petites différences selon les légumes, mais au global on était très cohérent aussi avec les prix, et ça on y fait attention, on essaye tant bien que mal de suivre ça, c'est pas toujours simple. Sachant qu'on a des prix en plus fixes dans l'année, nous on n'a aucune variation en fonction des débuts de saison, fin de saison, enfin voilà, c'est pas un travail simple, mais on essaye toujours d'être vigilant à ça. Je crois que c'est à peu près les trois raisons qui font que, avec, comme je disais, le peu de pression quand même et de concurrence qu'il y a globalement sur les légumes bio dans ce territoire. Merci, mais c'est important de le rappeler. Il y a quelques tensions qui ressurgissent avec la crise de commercialité de la bio dans certaines régions, avec du coup des réactions des organisations, au moins une organisation, sur ces questions de crispation. Donc c'est important de le rappeler. Alors je vais venir vers vous, monsieur le maire, parce que on a vu l'association des maires ruraux de France au Salon des maires. C'était là il y a quelques jours à Paris. Des gens fort sympathiques. Je vous le dis, ils sont très sympathiques et ils nous sont de plus en plus sympathiques. Pourquoi ? Parce que les maires ruraux, qui fédèrent 15 000 communes rurales, j'espère que vous êtes adhérents. Non. Voilà. Oui, ils m'ont dit de vérifier à chaque fois pour leur dire d'être adhérents. Ils ont une réflexion profonde aujourd'hui. Donc on a rencontré la vice-présidente qui est dans le Trièves, en Isère, et qui a mis en place une feuille de route de transition écologique et sociale du point de vue des maires ruraux de France, donc des communes rurales et de la grande ruralité, enfin de la ruralité, plutôt, la grande ruralité. Et ce qui est très intéressant dans leur feuille de route, qu'ils vont animer aujourd'hui dans des territoires, vous pourriez être candidat d'ailleurs, à l'organisation de ces débats, c'est effectivement un renversement complet du projet de transition. C'est-à-dire, au lieu de penser la transition par des grands projets industriels, gigantesques, mondiaux, européens, avec des solutions techniques, des grands groupes, etc., sur l'énergétique, bien sûr, et autres, eux, ils disent, mais en fait, c'est à l'intérieur de chaque commune qu'il y a des projets citoyens qui se montrent, souvent à l'initiative du maire ou de citoyens qui sont soutenus par le maire ou la maire, etc. Et c'est à cette échelle-là qu'il faut regarder ce qui se fait et soutenir, quels qu'ils soient, les projets, peu importe leur taille, dès lors qu'il y a cet accord entre la commune et puis le collectif citoyen sur une façon de faire transition écologique et sociale. Donc en particulier la vice-présidente, jeune et dynamique, a tout de suite récupéré des bâtiments qui étaient des bâtiments d'accueil de jeunesse dans les années post-guerre, etc., qui sont un peu abandonnés aujourd'hui, et a lancé une grande cuisine commune. Alors c'est des communes de 500 habitants, mais une grande cuisine commune pour pouvoir faire collectivité, refaire communauté à partir de l'alimentation sur son territoire, etc. On a plus de 50% des jardins de cocagne qui sont situés en zone rurale. Alors je pense qu'il y en avait encore plus avant, mais il se trouve que la ville avance, voilà, on passe en périurbain. Donc on a un vrai sujet, et
Alors, dites-nous, vous, comment vous avez vu arriver Fabienne, ici présente, hein, sans dire un mariage, Fabienne, ici présente, ainsi que Emmanuel, ici présent. Vous les avez vus, alors vous le connaissez bien, mais comment vous avez vu arriver ce projet, et surtout par rapport aux enjeux, au diagnostic de votre commune, et située, je crois, à la périphérie de plusieurs agglomérations. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, donc un jour, Emmanuel m'a appelé. Il me dit, tiens, j'ai une Berlu qui est là, qui arrive ici, qui vient de la ville, mais donc, et qui aimerait, pourquoi pas, faire du jardin bio, maraîchage bio. Alors, je suis venu. Ben, je n'ai pas conclu de mariage, mais je suis venu et on a échangé, effectivement. Et puis, Emmanuel, après, il est parti d'ailleurs, après, on a continué à discuter un petit peu avec Fabienne, tous les deux. Et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui en voulait, qui avait envie. Hein, il ne connaissait pas grand-chose, hein, mais elle avait envie. Et Emmanuel, après, m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit, moi, je crois que c'est quelqu'un qui est fiable. Hein, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Sachant que, et ça j'avais dit à Fabienne, que, Emmanuel ne veut pas me dire le contraire, que les terres du Mont d'Or ne sont pas ici des meilleures terres pour ce genre de culture. Hein. Mais même malgré tout, bon, il y a des maîtres de culture qui sont quand même excellents ici, et on peut quand même produire quand même du légume en quantité et surtout en qualité. Donc, bien voilà, après, la suite, ils vont nous expliquer comment ça s'est monté. Moi, sur la commune, je dis au contraire, c'était un plus. Hein, on avait déjà Michael qui avait commencé déjà, je crois, à ce moment-là, déjà, hein, avec quelques... depuis d'autres. Ouais. Donc, au contraire, c'était un plus, parce que, comme vous l'avez dit, sur le local, ici, du bio, il y en avait très peu. Du maraîchage bio, il n'y en avait pratiquement pas. Quoi. Donc, et il y a un besoin. La preuve, hein, on sait que, ne serait-ce que pour les particuliers, mais aussi pour les collectifs. Je vois des gens de la CDC, là aussi, qui s'occupent totalement du PAT chez nous. Et c'est vrai moi, j'ai une grosse cantine. On fait 400 repas par jour. Hein. Une petite commune, c'est beaucoup. On a beaucoup d'enfants. Il était impossible de se fournir en bio, en quantité. C'est impossible. Maintenant, on peut. Parce qu'il y a une diversité, et puis maintenant, avec les réseaux qui se sont créés aussi, on arrive à avoir, nous, et notre quantité d'ailleurs, à faire de plus de 50% de bio maintenant à ce jour, donc ce qui est formidable. Après, le projet social, tu as parlé quand même. Alors après, projet social, évidemment, social, moi, c'était plutôt j'étais pas dans l'agriculture, même si mon père était agriculteur autrefois, mais j'étais dans le social surtout. J'ai créé notamment plusieurs structures sociales sur ce territoire. Et donc, faire une structure d'insertion en plus, il y en avait déjà 2 autres qui existaient sur le territoire, ça ne pouvait être qu'un plus pour des personnes qui sont en difficulté et pour pouvoir les remettre dans l'esprit du travail, de l'emploi. Et là, évidemment, je sautais à pieds joints dessus. Pour moi, c'était quelque chose de formidable, en plus sur ma commune, parce que je le fais au niveau de l'intercommunalité, hein, bien sûr, de la pleine commune, qui d'ailleurs en profite aussi pour aider un petit peu aussi Arrosoir. Les autres structures d'insertion aussi, mais Arrosoir est aussi aidé par notre comité de commune hein, sur des équivalents temps plein. Donc il y a une somme d'environ 2 000 € en gros, par équivalent temps plein qui est versé par la communauté de commune. La commune donne un tout petit peu, voilà, l'équivalent d'un équivalent temps plein. Voilà, mais donc c'est ça parce que c'est un intérêt pour notre territoire, pour notre commune. Et on le voit, puisque comme les paniers qui distribuent sont quand même nombreux maintenant. Hein, vous arrivez à combien maintenant? Je sais pas, 170 paniers, c'est quand même déjà bien, toutes les semaines, hebdomadairement. Donc pour nous, c'est un plus, c'est quelque chose de qualité qu'il y a en plus sur le territoire. Alors c'est vrai qu'aussi, au tout début, quand Emmanuel, lui, s'est installé en bio, j'ai entendu d'autres agriculteurs du secteur là, qui disaient « Oh, regarde ce qu'il cultive, là, il va pas pouvoir vivre, c'est pas possible, c'est ridicule ce qu'il veut faire. » Bon, Emmanuel a tenu le coup, et bien le coup, et je crois que maintenant, pour nous, c'est une fierté de les avoir sur notre commune. Merci pour eux, pour cet énorme travail qu'ils ont réalisé. Oui. Alors, Anne-Sophie Descamps, on va élargir le spectre. On sort de la commune, mais on reste dans le territoire, bien sûr, puisque vous êtes conseillère communautaire. Alors, sur une commune de 32 000 habitants,
communauté de communes pardon, de 32 000 habitants, qui est en charge du projet alimentaire territorial. Alors, qui, je crois, va de l'île de Ré à La Rochelle. Exact. Compris l'île de Ré, La Rochelle et les deux zones Nice, donc de Maran à Surgères. C'est un vaste territoire. Tout le nord du département. Donc là, oui, pour le projet alimentaire de territoire. Donc là, c'est 160. Je sens que vous allez nous le vendre le projet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, alors quand on connaît un petit peu les territoires agricoles, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les enjeux de ce territoire du point de vue agricole alimentaire et pourquoi du coup cette expérience vous a semblé fort utile et exemplaire pour le territoire? Bonsoir à tous. Donc, je suis Anne-Sophie Descamps, je suis en charge du projet alimentaire de territoire. Effectivement, ce projet est très vaste parce qu'effectivement, on va de l'île de Ré, hein, où on a des viticulteurs et du sel, à La Rochelle, la CDA de La Rochelle, où on a des habitants, des mangeurs, et puis nos deux territoires au Nice Sud et Nice Atlantique, où justement là, on cultive. Et donc, voilà, maintenant, il faut mettre tout ça ensemble pour travailler tous ensemble. On a créé ce projet alimentaire de territoire il est lancé depuis 3 ans et demi à peu près. Il y a des projets alimentaires qui ont commencé il y a bien longtemps. Et on est sur 4 territoires, ce qui ne facilite pas toujours les choses. Mais en même temps, il y a une belle synergie avec un comité de pilotage assez élargi dans lequel il y a bien sûr les 4 collectivités, la Chambre d'agriculture, mais il y a aussi le GAP 17, hein, le groupement des agriculteurs biologiques, et le port de pêche. On a toute la côte, hein, donc c'est important aussi. On a un port à La Rochelle qui est très important. Donc voilà, on arrive à travailler tous ensemble dans ce comité de pilotage parce que vraiment, on a besoin de tout le monde. Comment procéder, comment dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Il y a beaucoup trop de pesticides dans la région. C'est pour ça, c'était le sens de ma question. Alors, c'est le sens de la question, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que je suis conseillère communautaire déléguée aux transitions depuis ce mandat-ci. J'avais rencontré Fabienne avant, et j'avais rencontré Manu encore plus en amont. On s'était rencontrés il y a très longtemps. Et c'est vrai que ce projet de maraîchage bio, c'était très important que ça arrive sur notre territoire. On avait effectivement Dominique Mallet et Michael Binet, mais on n'en avait pas tellement. Et aujourd'hui, le but du projet alimentaire de territoire, alors on a plein de leviers, on a notamment la cantine scolaire, ce que disait Christian tout à l'heure. Et effectivement, on nourrit énormément d'enfants tous les jours sur notre territoire. Alors Christian, à force de travailler depuis longtemps sur ce projet, arrive à 50% de produits bio au quotidien à sa cantine, mais sur notre territoire de Nice Sud, on n'y est absolument pas. Il en faudrait tellement plus. Et donc, effectivement, à l'arrivée des jardins de cocagne, comme les quelques agriculteurs qui font un peu de bio, nous, notre but, c'est vraiment de les encourager et surtout d'en installer nettement plus. Donc, quand Fabienne est arrivée avec son projet, moi, je me dis, ça y est, on va commencer à pouvoir manger un peu plus bio sur le territoire. On va pas devoir aller à La Rochelle ou ailleurs pour en chercher. Et ça, c'était quelque chose de formidable. Aujourd'hui, voilà, monsieur le vice-président en charge de l'agriculture au département. Et donc voilà, aujourd'hui, nous, notre but, alors le but à la CDC dans le cadre du PAT, c'est... Aujourd'hui, notre but, c'est d'installer des maraîchers sur notre territoire pour pouvoir fournir en priorité nos cantines et nos EHPAD aussi, hein, puisqu'il faut penser à tout le monde. Et donc, on a des personnes qui se présentent, qui ont envie de s'installer en maraîchage. Et là, on est à la recherche du foncier. Et effectivement, je reviens sur l'histoire de Fabienne, avec le foncier, c'est pas évident. Donc, on aimerait mettre en place des territoires tests, des espaces tests, c'est-à-dire qu'un agriculteur puisse mettre à disposition un petit bout de terrain, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, avec lesquels un maraîcher pourrait commencer à s'installer, se tester et éventuellement, pourquoi pas, rester dessus sur un plus long terme. Alors, le territoire test, il y a plusieurs formules, hein. Soit il se teste, après il va ailleurs s'il trouve d'autres terres, ou il peut rester là. Puisqu'on a besoin de maraîchers, on en cherche, et les maraîchers existants cherchent du monde aussi, puisqu'il n'y en a pas assez. Donc voilà, je sais qu'ils ne partent pas toujours en maraîchage, hein, c'est pas le but des jardins de cocagne. Le but, c'est de réinsérer les gens en difficulté. Mais voilà, si aujourd'hui ils pouvaient rester pour travailler dans ce sens-là, ce serait une bonne idée. On a tellement de gens à nourrir d'une manière saine sur notre territoire et partout, hein, c'est la même chose dans la France entière. Mais voilà ce à quoi sert le projet de territoire. Aujourd'hui, ce projet alimentaire, alors qu'on a appelé projet alimentaire de territoire à 360 degrés, c'est la santé à 360 degrés, la santé des mangeurs, hein, de nous tous, la santé des agriculteurs, et leur santé physique et leur santé économique, bien sûr, et puis la santé de l'environnement qu'on doit absolument préserver. Merci beaucoup, on peut vous applaudir.
Et on a entendu tout à l'heure que la communauté de communes soutenait financièrement aussi le jardin, parce que ça c'est un point important. On connaît les intentions très louables des collectivités pour soutenir une transition, mais aussi leur difficulté d'être en compétences et en moyens pour pouvoir concrètement faire des choses. Donc là, il y a du concret, et ça c'est important. Alors vous signalez, mais il y aura des prises de parole de la salle, mais vous signalez la question de comment faire pour installer mieux, installer plus. Alors ça tombe bien, nous avons une solution pour vous ce soir. Ça s'appelle « Fais pousser ton emploi ». Alors Max, il n'est pas là, il n'est pas encore arrivé. De Lorient, ça fait loin. Mais il y en a d'autres. « Fais pousser ton emploi », c'est justement utiliser le cadre de l'insertion par l'activité économique. Et c'est assez extraordinaire, à tel point, mesdames et messieurs, que nous avons obtenu le double patronage de monsieur le ministre de l'Agriculture et de monsieur le ministre du Travail. Je crois que je ne sais pas vous rendre compte l'exploit quand même. Voilà, parce que réussir l'interministériel, c'est quand même donner un peu de gens. Cet exploit, c'est parce qu'en fait, nous utilisons le chantier d'insertion pour, sur 2 ans, accompagner une cohorte de personnes, alors un petit peu prescrites dans des conditions qui font qu'elles peuvent être en situation de s'installer, évidemment, ou de faire de l'agriculture, une dizaine de personnes, éligibles donc aux critères de l'insertion par l'activité économique, et on sécurise dans ce parcours de 2 ans le montage d'une ferme, clé en main, avec des financements notamment privés, externes, et on les accompagne sur le BPREA. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment une logique apprenante, qualifiante pour eux, et à la fin, tel le concours, il doit en rester qu'un ou 2, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre la ferme et monter un GAEC ou s'installer. Alors, c'est pas vraiment un concours, parce que dès le départ, ils ont le choix d'être installés ailleurs, c'est-à-dire de rejoindre un collectif de producteurs, d'être salariés agricoles, d'être jardinier dans une institution, etc. Enfin, il y a d'autres profils possibles. Et ce dispositif, on essaie de le déployer maintenant dans 5 jardins, et il pourrait y avoir effectivement un portage de ce type-là, qui effectivement permet de sécuriser comme jamais l'installation agricole, en levant un frein majeur de l'installation agricole, c'est que les personnes qui ne sont pas de cadre familial, ou qui ne sont pas dans des dispositions sociales particulières, sont de loin les plus défavorisées sur l'installation agricole. Or, il y a un déficit d'attractivité et un déficit d'installation agricole en même temps. Donc on a une solution. Quand je dis sécuriser, c'est absolument incroyable du point de vue de l'installation classique, puisque pendant 2 ans, ils sont payés. Ils ont un salaire au moment où ils s'installent. Et au moment où ils reprennent la ferme, il y a un transfert d'actifs, bien sûr, mais à ce moment-là, ils ont aussi la sécurisation du système de commercialisation créé avec le jardin, qui vient en soutien, comme la continuité de transactions techniques ou sociales sur le temps de l'installation. Donc c'est vraiment une installation comme on rêverait un certain nombre de porteurs de projets qui se retrouvent seuls, évidemment, à porter un endettement, etc., des compétences, une commercialité, etc. C'est vraiment un dispositif exemplaire qui donne un exemple de ce que peut faire l'insertion par l'activité économique au service du projet d'installation agricole. Voilà, donc c'était une petite publicité interne, si vous voulez, mais c'est intéressant et ça répond à votre questionnement. C'est pas comme un espace test, où là, à la limite, les personnes vont se tester comme travailleurs indépendants ensuite. Là, ils sont vraiment accompagnés sur ce projet. Voilà, et ça permet de diversifier les parcours ensuite de ces personnes vers toute forme d'agriculture bio, puisqu'ils sont en bio. Alors, je reviens vers toi, Fabienne, sur la dernière séquence, l'avenir. Alors, déjà, vous avez fait énormément de choses en peu de temps, et vous venez d'être lauréat. La chance ne serait qu'aux audacieux, donc d'être lauréat d'un projet local, Mieux manger pour tous. Alors peut-être tu vas nous expliquer, c'est un programme du ministère des Solidarités de lutte contre la précarité alimentaire, et qui, dans son volet local, demandait des coopérations interstructures. Donc le jardin, a priori, est lauréat avec d'autres de ce projet. Donc est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est et comment ça implique les autres structures ? Oui, alors en 2 mots, parce que Anne-Sophie et Christian connaissent ce projet aussi, puisqu'on leur a demandé leur soutien moral, au moins en tout cas pour légitimer le dossier. En fait, c'est un dossier qu'on a monté avec le Centre intercommunal d'action sociale, le CIAS, et le CAC, qui est le Centre d'animation citoyenne, voilà, de Surgères. Centre social. Oui, voilà. Et en fait, l'idée, c'était vraiment...
J'ai un chat dans la gorge. En fait, c'est vraiment la rencontre. Là, ça va pas vite. Non, c'est pas l'émotion, je sais pas, il y a un truc qui est un moustique. On a des fraises, il y a des moustiques à cette saison. Non, c'est vraiment la rencontre en fait, à la base du diagnostic du CIAS. Donc, on est parti sur une zone qui cumule un certain nombre de difficultés sur lesquelles il n'y a pas d'aide alimentaire, il y a très peu de producteurs. Et sur l'est de la CDC. Voilà, sur l'est de Surgères, donc pas du tout par ici. Et en fait, le CIAS, dans ses diagnostics, se rendait compte que les gens qui habitaient sur ces communes ne venaient pas non plus au CIAS. Pourtant, elles sont relativement proches de Surgères. Mais en fait, ils avaient un problème vraiment pour atteindre les gens. Donc effectivement, le point de départ de ça, donc on se connaissait avec le CIAS déjà. C'est vrai que on a... C'est gentil. On va dire que quand il y a eu cet appel à projet, il faut être tout à fait transparente, c'est vrai que l'idée du projet, elle a été aussi accélérée par cet appel à projet, parce qu'on se connaissait et qu'on avait identifié ces besoins-là. Donc, du côté du CIAS, il y avait vraiment une question d'accessibilité de leurs services, où en fait, ils n'arrivaient pas à atteindre ces communes-là. D'ailleurs, ces communes avaient été à l'origine aussi identifiées pour un projet territoire zéro chômeur, qui n'a pas abouti. De notre côté, bon, comme la plupart des jardins aujourd'hui, la question de l'accessibilité alimentaire qui n'a pas été dès le départ dans le projet du jardin, si je dois être transparente, c'est vrai qu'au démarrage, on était plus sur production, vente de légumes, etc. Et très vite, comme beaucoup, cette question de qui mange ces légumes et de l'accessibilité alimentaire et des problématiques alimentaires plus générales est venue, on va dire, enrichir notre projet. Donc nous, on avait ça en ligne de mire. Le CIAS avait ces problématiques pour toucher certaines communes. Et le CAC, donc, eux, ont vraiment comme but l'animation territoriale. Donc, voilà, et avait aussi l'alimentation un peu en ligne de mire. Donc, les trois, en fait, on a conçu un projet qui demande encore à être un peu détaillé et creusé. Hein. Donc, on a 6 mois au moins de montage de projet plus en détail à faire. Mais en gros, l'idée, c'est d'aller vers les personnes dans ces communes sur les sujets de l'alimentation. Donc nous, jardin, on serait quand même plus sur tout ce qui est accessibilité du produit, éventuellement animation aussi d'ateliers, on va dire plus cuisine, avec le CIAS qui permet, eux, d'apporter d'autres services beaucoup plus généraux sociaux, et le CAC qui est vraiment dans son métier d'animation. Voilà, donc ça c'est un projet qui va démarrer puisque en fait les fonds vont être versés très rapidement, donc ça va démarrer dès le début de 2024 et qui a vocation à s'étendre. Donc là on est sur un premier projet un peu pilote, on va dire, sur les 4 communes. Potentiellement c'est un dispositif qu'on voudrait élargir et qui je pense répond à une demande sur le territoire, et notamment quand je parlais tout à l'heure en se baladant des problèmes de mobilité, c'est un vrai sujet sur la commune, d'où la pertinence vraiment d'un dispositif qui va aller vers les gens pour travailler sur ces questions-là. Voilà. Avec un bus avec une camionnette. Ouais. Parce que tu l'as pas dit ça. Ah, je l'ai pas dit. Non, ça, oui. Ouais, pardon. Bah oui. Mais, Non, mais je vous laisse vas-y. compléter. Votre avis là-dessus. Non, mais quand Fabien est venu nous voir pour ce projet, tout de suite, au niveau de la CDC, et on l'a validé tout de suite. Mais c'est vrai que l'idée, mais j'ai pas l'impression que tu l'aies dit, c'est que ce soit un véhicule, en fait, qui vienne dans les communes pour apporter les paniers, donner des cours de cuisine, et puis effectivement tout ce que le CIAS peut apporter d'autre. Donc voilà, on a trouvé ça vraiment, vraiment super, parce que c'est vrai que les communes à l'est de la CDC sont pas très bien fournies. Il y a beaucoup de gens en précarité aussi, donc voilà, c'est un endroit qu'il faut absolument atteindre. Et avec ce projet-là, ça va fonctionner. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ce projet? Sur celui-là, non, mais surtout les choses qui se font aussi, comme nous sur la commune, par exemple, on fait aussi des paniers solidaires, c'est-à-dire que Arrosoir prépare des paniers, mais la commune participe au financement de ces paniers pour des personnes qui ont des revenus très bas.
Donc voilà, ça leur permet aussi de prétendre avoir des produits de qualité. Donc là, c'est pas beaucoup, c'est 5-6 familles, actuellement je ne sais pas combien il y en a. 7. De plus. Voilà, donc ça aide cette famille à avoir des bons légumes chez eux quotidiennement, hebdomadairement. Voilà. Je voulais dire une chose quand même, qu'au départ, quand même, le ministère, enfin, la Chambre d'agriculture, chez nous ici, a eu du mal à reconnaître que c'était de l'agriculture ici. C'était de l'insertion, c'était pas de l'agriculture. Et il a fallu un petit peu se battre pour qu'on puisse d'ailleurs après pouvoir construire des bâtiments, puisque c'était agricole. Autrement, on n'aurait pas pu construire de bâtiments. Voilà, donc les services administratifs, c'est assez compliqué. Non, vous faites bien de le dire à ce point. Il y a à peine 10 jours de ça, il est publié par le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, un rapport sur insertion et agriculture. Cette mission avait été reportée 2 fois déjà au sein du ministère de l'Agriculture. Une grande difficulté d'appréhension de l'insertion au sein du secteur agricole, qui reste un objet, alors c'est anecdotique, puisqu'on peut parler de 200 ateliers chantiers d'insertion en France sur le support agricole, il y a 400 000 fermes. Ça peut paraître anecdotique, mais néanmoins ça porte des enjeux, dont on pourra parler avec la salle, un petit peu plus importants sur les statuts. Les statuts en agriculture. Est-ce que seul le travailleur indépendant aujourd'hui est la figure de l'agriculteur et du producteur définitive? Est-ce qu'il peut exister des formes collectives qui résolvent aussi des problèmes rencontrés par les agriculteurs en situation d'être les seuls garants de leur exploitation, de leur entreprise? Donc, de ce point de vue, c'est petit, mais ça apporte peut-être des questionnements ou des enjeux qui sont plus importants encore. On parle beaucoup de subventionnement des ateliers chantiers d'insertion, que nous sommes, c'est souvent la vision qu'ont les agriculteurs à juste titre. L'agriculture est également très subventionnée, formidablement subventionnée, à juste titre aussi. Voilà. Donc c'est aussi changer de regard et voir comment, effectivement, nos chantiers d'insertion ont un autre métier, celui de l'insertion. Donc ce double métier est difficilement compréhensible. On en est encore souvent là, dans les relations entre agriculture, service déconcentré de l'État, et voilà. Donc nous, on essaie de travailler vraiment cette rencontre, comme aujourd'hui, pour pouvoir effectivement dépasser un peu ces points-là et voir comment les chantiers d'insertion peuvent apporter des services finalement, mais je crois qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui pourront dire comment, apporter des services logistiques, commerciaux, etc., au secteur agricole qui ne peut pas supporter tous les métiers non plus. Voilà. Et nous, quand on fait ces services-là, on les fait non lucratifs. Enfin, on est dans une économie marchande non lucrative, c'est-à-dire qu'on ne sert pas, on ne cherche pas à trouver une marge sur le dos des agriculteurs. On cherche à équilibrer nos fonctionnements. Et là, il y a quand même une alliance qui est formidablement intéressante pour le monde agricole. Emmanuel, je voulais te poser une question aussi sur l'avenir. Tu disais que l'élevage porcin s'est arrêté. Là, aujourd'hui, il y a 5 hectares que tu as prêtés au chantier d'insertion, 21 ETP, je crois. Comment tu vois l'avenir de ta ferme? Et est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus loin et nous parler peut-être de la vision que tu aurais de l'avenir de l'agriculture en général? Ouais, je ne sais pas si ma vision de l'agriculture aura une importance sur le ministère, mais en tout cas, moi je peux vous donner juste un sentiment. Depuis 2010, où je me suis installé, il y avait cette idée de faire plus d'humains, en tout cas de faire bénéficier à plus d'humains la notion de travail sur une ferme qui peut être valorisée à plus d'un titre, et donc créer de la diversification sur un outil d'une centaine d'hectares. Et c'est vrai que ça me fait toujours halluciner quand les gens me disent « mais est-ce que tu es tout seul sur une centaine d'hectares ou 80 en production ?» Quand ce sont des gens qui connaissent plus le maraîchage que les grandes cultures, c'est sûr que ça donne presque le vertige. Quand ce sont mes collègues agriculteurs bio ou conventionnels qui sont plutôt sur des fermes sur Nice à hauteur de entre 120 et 150 hectares, je passe plus pour le petit poussé. Donc voilà, tout est très relatif. Donc ça veut dire que il peut y avoir un discours global à l'échelle d'un territoire français, puis après localement, on a des choses qui sont envisageables, faisables. Et donc là, on a pu construire un projet qui permette à la ferme de faire du sens. Parce que moi, ce que j'ai le plus trouvé dans cette dynamique, c'est du sens. C'est-à-dire que l'intérêt personnel, c'est le sens. Moi, je
je me lève tous les matins en ayant plaisir à me dire, bah, tiens, j'ai planté un arbre, je participe à un projet de jardin, j'apporte une culture, une alimentation saine en local. Voilà, ça c'est le sens. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire de dessin, vous êtes tous portés par ces valeurs-là. Mais dans le monde paysan, beaucoup de mes collègues paysans ont quelquefois perdu ce sens-là. Et ce n'est pas par choix. C'est juste qu'ils se sont, par nature, par l'écosystème agricole, éloignés de ce sens. C'est-à-dire que si c'est pour produire du blé, pour l'envoyer au port de la Palisse, ça perd un peu de son sens. Et donc on se raccroche à des logiques financières, de gros matériel, de fuite en avant un peu quasi obligatoire. C'est-à-dire que la période où il a fallu produire plus et avec beaucoup plus de produits phyto, moi je l'ai vu à travers le parcours de mon père, c'était une logique. Le problème, c'est que cette logique, elle ne va pas pouvoir aller éternellement, elle ne va pas être au bénéfice du bonheur des paysans. Ça, c'est à peu près sûr. Moi, je ne croise pas beaucoup de gros paysans, gros au sens grosse surface, hein, vous avez bien compris, qui a priori semblent plus heureux que moi. Et donc, si on arrive à remettre ce sens-là au cœur du monde agricole, c'est-à-dire nourrir localement, participer à un écosystème nature, créer de l'emploi, tout ça, finalement, on est extrêmement... le monde paysan peut être force de proposition. Et accueillir des maraîchers, il y a un collègue voisin qui l'a fait sur une commune voisine et qui s'est rapproché de pratiques agroforestières aussi, etc., qui est passé en bio. Ce gars-là, je le sens plus épanoui qu'il l'était avant. Donc là, c'est pas mon exemple, c'est le sien, pas loin. Ça a fait des petits. Moi, je suis convaincu que dans le monde paysan, il y a eu une perte de sens d'une génération qui crée des espèces d'effets de ciseaux et il y a des réponses par ailleurs. Il y a des réponses. Donc là, ce projet qu'on a monté est une réponse. Moi, je rêve, on va dire, les yeux grands ouverts, d'une ferme à ma transmission un jour dans 15, 20 ans, je ne sais pas, qui ne soit pas une ferme, mais 3, 4 fermes. Et pas de manière complètement utopique et délirante. Je me dis, peut-être qu'il y a la possibilité de réinstaller un éleveur, peut-être qu'il y a la possibilité de faire un peu plus d'arboriculture, peut-être qu'il y a la possibilité de faire d'autres choses, du champignon, je ne sais quoi. Bref, ce qui est sûr, c'est que le fait d'accrocher un foncier et de se dire on peut le partager, c'est un moteur à part entière. Donc là, il y a un exemple assez récent dans l'histoire de la ferme qui offre une belle alternative et perspective aussi. Il y a eu 2 années un peu difficiles de choix, où il a fallu assumer des choix et des questions météo complexes, où la ferme était en limite de viabilité économique. Bon, moi j'ai une femme qui me permettait de faire tourner la maison, donc j'ai fait le choix de ne pas me payer pendant quelques mois, voire même 1 année et demie. Bon, c'était faisable. Quelqu'un qui aurait été tout seul sur sa ferme avec des possibilités complexes à ce niveau-là, aurait fermé la boutique et serait parti bosser ailleurs. Donc j'ai pu garder ce sens-là parce qu'il y avait cette possibilité-là. Et aujourd'hui, Terre de Liens va être un relais pour réinvestir dans la ferme, dans quelques hectares dont j'étais propriétaire et ma sœur aussi, et de manière à ce que Terre de Liens soit un accompagnant sur cette problématique-là. Mais ce que j'y vois aujourd'hui, c'est surtout une perspective. Il y a du coup une histoire qui est en train de s'écrire avec Terre de Liens sur 25 hectares qui sont aujourd'hui sur la ferme, que je vais continuer à mettre en culture, hein, mais qui, à mon départ, ou avant, suivant les projets, pourraient faire naître d'autres projets avec d'autres acteurs. Donc voilà, ce type d'initiative me semble extrêmement réjouissante, et puis ça garantit qu'avec les valeurs de Terre de Liens, la ferme reste en bio, qu'il y ait une dynamique avec de la valeur humaine forte, et pas que ça soit racheté par un collègue voisin qui... pris dans cette spirale infernale de l'agrandissement et du tout matériel, et on augmente, on va dire, les structures en taille et en matériel, au détriment de l'humain au final, et ça c'est bien dommage, parce que ça ne rend pas les gens plus heureux. Et la nature aussi. Et la nature, évidemment. Tu peux dire combien vous avez planté en linéaire et en nombre de plants, à peu près, là, depuis quelques années? Ouais, disons que la ferme, elle s'est appuyée aussi sur une envie de remailler le territoire en espace de biodiversité, en espace de nature, qui est un des premiers alliés du paysan. Il faut avouer que le produire, on sait faire en mode hors sol,
il n'y a pas de souci, mais ça veut dire qu'il faut aussi compenser. Et donc, si on compense, ça veut dire qu'on va traiter un peu plus, on va apporter beaucoup plus de produits chimiques divers et variés. Ça, c'était le modèle de mon père. Une période où tous les signaux emmenaient vers ça. Et aujourd'hui, le modèle agricole en agriculture biologique, il propose des alternatives avec beaucoup plus d'agroécologie, même si tout le monde reprend ce terme-là on va dire, en son sein. On peut planter 3 arbres ou on peut en planter 13 km comme on a fait depuis 2010, et puis voir les choses changer, voir l'écosystème changer, et notamment mesurer de manière assez palpable que tous les auxiliaires de culture, qui sont donc l'ami du paysan et de la paysanne, viennent gérer les ravageurs des cultures qui existent, qui font partie de l'écosystème agricole. Et en remettant de l'équilibre, en fait, la nature fait le rôle de... Elle vient nous provoquer, mais elle régule. Donc il y a des allers-retours qui se font sans le paysan, en fait. Donc ça, vous le vivez dans vos jardins, déjà, il n'y a pas de souci, mais à l'échelle des grandes cultures, et de l'ONIS en particulier, c'est pas le virage qui est en train de se prendre, et c'est pas ce qui est fait depuis 40 ans. Donc ça, cette alternative-là, elle donne du sens aussi. Elle donne du sens quand je croise les citoyens qui viennent acheter sur la ferme, elle donne du sens... Bref, à tous les niveaux. La paille qui est derrière Fabienne, c'est un mode constructif qui fait sens parce que c'est la paille de la ferme qu'on a brassée avec l'équipe du jardin, etc., etc. Enfin, du sens, on peut en trouver à plein d'endroits. On a créé sur la ferme un collectif qui s'appelle Les mots en nous, qui est un collectif de citoyens qui met en place des actions solidaires, joyeuses, qui redonnent du sens, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller bien loin pour se faire plaisir, amener de la culture au sens... du théâtre et autres activités. Voilà, tout ça, c'est un écosystème pour moi de territoire, un peu à l'image de ce que tu évoquais sur les maires ruraux, où on peut faire des choses simples qui apportent de la joie et de la bonne humeur et qui font sens, et qu'à partir de là, si on a le sens, on a grosso modo le bonheur. Pour moi, c'est assez proche. Et en tout cas, on n'a pas besoin d'aller chercher les 100 et les 1000 pour être heureux. Merci.